Monsieur Duhem, nouveau chef du Parti conservateur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la série de discussions avec les chefs de partis politiques du RJCQ pour les élections provinciales. Merci de votre invitation. Une occasion d'échanger et de partager votre vision, notamment sur l'entrepreneuriat, la jeunesse, mais également l'environnement. Comme vous le savez, Monsieur Duhem, le regroupement représente 42 jeunes chambres de commerce qui rassemblent à travers le Québec gestionnaires, entrepreneurs, travailleurs autonomes. Et il se trouve que vous avez rédigé un essai politique en 2012 intitulé « L'État contre les jeunes, comment les baby-boomers ont détourné le système ». C'est pourquoi je vous poserai comme première question, comment cela se traduirait-il dans vos premières mesures advenant un gouvernement conservateur à l'automne? Bien, pour revenir à l'essai, d'abord, ça a été mon premier essai, j'en ai écrit 4, mais l'État contre les jeunes, c'est mon premier, puis c'est mon plus important au niveau politique et philosophique, parce que c'était 20 ans de réflexion sur la place de la nouvelle génération au Québec. Puis on le sait, il y a une inéquité entre les générations. C'est la première génération. Puis là, on commence à le voir. À cette époque-là, on parlait en fait de façon théorique. Aujourd'hui, on parle de façon concrète. C'est la première fois de l'histoire du Québec qu'une génération va vivre plus pauvrement, collectivement, que celle de ses parents. Et c'est pas un hasard. C'est pas parce qu'il y a eu un cataclysme. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Ça a tout à voir avec des politiques publiques qui ont été pensées et dessinées depuis 30, 40, 50 ans au Québec afin de donner beaucoup de pouvoir à un État qui est devenu de plus en plus obèse et à une classe politique qui, malheureusement, a endetté la prochaine génération pour acheter la prochaine élection. Et c'est ce à quoi on assiste au Québec depuis beaucoup trop longtemps. Moi, si je me suis impliqué en politique, d'abord et avant tout, c'est pour cette raison-là. Tout le monde a sa raison de son coup de cœur, sa raison de militer puis de s'activer. Moi, ça a été l'équité entre les générations qui m'a toujours dégoûté. Je pense qu'on a un contrat moral comme être humain de vouloir donner davantage à ceux qui nous succèdent et que plutôt leur en enlever pour essayer de détourner à notre propre avantage. Fait que ça, c'est l'engagement, c'est mon engagement politique qui est basé là-dessus et ce livre-là explique. Puis je blâme pas les baby boomers, là. Je blâme la classe politique qui a tenté d'acheter, de séduire, de convaincre, de voter pour elle, les baby boomers. Et en faisant ça, en leur donnant de l'argent qui n'était pas le leur, qui n'avait pas produit, bien, ils se sont retrouvés à détourner les intérêts de la génération future. On le voit particulièrement quand vous dites comment ça va se traduire, mais on le voit par exemple avec la Régie des rentes du Québec. Hein. À l'époque où ça a été pensé, ça a été conçu, il y avait 7 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 2 points quelque chose. Ça s'en va vers 2 dans quelques années. On commence à vider la caisse. Il va y avoir, puis les gens qui reçoivent on va recevoir une fraction de ce qu'on paye alors qu'il y a été une époque où les gens faisaient beaucoup plus d'argent que ce qu'ils avaient cotisé. Donc, je pense que ce genre de politique-là, pour répondre simplement à votre question, il faut que ça cesse. Le Parti conservateur du Québec, d'abord et avant tout, ça va être un parti qui va tenter de rééquilibrer l'équité entre les générations. Ça va être une obsession pour nous. Le regroupement, vous savez, est présent dans toutes les régions et se fait vraiment le porte-parole des 18 à 39 ans. On transmet leurs enjeux et également leurs pistes de solutions. Quelle place souhaiteriez-vous donner aux jeunes dans l'élaboration des politiques publiques? Bien, je pense pas que c'est à une personne à donner de la place, c'est aux jeunes à prendre leur place. Moi, je pense qu'il faut s'activer. Moi, j'ai commencé à m'activer politiquement à 16 ans et je pense qu'il faut être éveillé, il faut avoir le goût. Puis j'ai remarqué avec la crise sanitaire, ce qu'on a vécu depuis 2 ans, je peux vous dire que j'ai remarqué beaucoup d'activation. J'ai remarqué beaucoup que les jeunes se sont beaucoup plus impliqués, des gens qui n'avaient jamais voté, des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, qui aujourd'hui sont devenus membres, sont devenus des militants du parti. Vous savez que le Parti conservateur du Québec, on est un parti beaucoup plus jeune que la moyenne parce que justement, on parle de ces enjeux-là, parce qu'on s'est battu contre des mesures abusives, particulièrement pour une génération qui n'était pas à risque, parce qu'il y a eu une grosse iniquité aussi dans l'approche sanitaire du gouvernement Legault. Puis on le voit dans les sondages, c'est pas un hasard que M. Legault est très, très, très populaire chez les baby boomers et ensuite de ça, qui se ramasse 2e et même 3e quand on descend chez les 50 ans et moins. Ça a été une politique qui a été pensée pour protéger les personnes âgées sans tenir compte des conséquences puis des effets pervers sur les plus jeunes. Et donc, ces jeunes-là se sont réveillés politiquement, puis moi je trouve que c'est une bonne chose en démocratie. C'est jamais une bonne chose quand il y a juste une génération qui vote. Et j'espère qu'aux prochaines élections, ça va être ça d'ailleurs, un des gros défis pour nous de la campagne électorale, ça va être de s'assurer que la nouvelle génération se présente aux urnes, parce qu'on sait que le taux de participation électorale est beaucoup plus faible chez les 35 ans et moins. Vous savez justement qu'une question qui sera présente dans les urnes et pour lesquelles les jeunes vont voter, c'est justement les enjeux climatiques. C'est une préoccupation majeure chez les jeunes. Quelle est votre vision économique
de la transition écologique? Mais pour nous, là, la transition écologique va avoir lieu. Puis c'est pas juste que le Québec ne peut pas être seul, là, parce que l'environnement, ça n'arrête pas aux frontières. Hein. Vous comprenez que c'est mondial. Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a encore, par exemple, pour les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, il y a encore 30 à 40 ans, là, notamment pour le gaz, de croissance de la demande. Il va y avoir une transition énergétique, mais il faut la financer, puis deux, elle ne se pas se faire graduellement. On ne va pas arrêter demain matin de conduire nos voitures. Il faut qu'il y ait une transition qui va s'opérer sur quelques décennies. Et pour ça, moi, je crois qu'il faut justement que le Québec exploite ses ressources gazières et pétrolières. Vous savez que François Legault a déjà été un partisan de ça. Il a même consacré un chapitre entier dans son livre Cap sur un Québec gagnant, où il disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique, c'est-à-dire utiliser l'exploitation de nos hydrocarbures, de notre gaz et notre pétrole pour financer notre transition énergétique. Parce que ça coûte cher passer à l'électricité ou à d'autres sources d'énergie encore plus vertes. Nous, on pense que c'est pas bon. C'est pas bon pour l'environnement de transporter le gaz et le pétrole sur des milliers de kilomètres pour l'amener au Québec. Ça serait beaucoup plus avantageux de le faire chez nous, de faire travailler nos gens ici. Et aussi, surtout, on a des lois, on a des protections environnementales supérieures aux États d'où on achète notre gaz, notre pétrole présentement. Donc, je pense que ça serait une grosse victoire. Et ajouter à ça la guerre actuelle en Ukraine qui fait que l'Europe, qui est très dépendante notamment du gaz russe, pourrait compter justement sur un approvisionnement autre qui serait nous. Parce que là, présentement, ce qui est en train de se passer, c'est que parce qu'ils sont privés de gaz de Vladimir Poutine, ils sont obligés de repartir des centrales au charbon qui sont beaucoup plus polluantes que tout ce qu'on pourrait produire puis qu'on pourrait fournir à l'Europe présentement. Donc, le Parti conservateur du Québec va proposer une exploitation responsable et environnementale de nos ressources naturelles. Vous savez également que les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs en général, sont vraiment le moteur de l'innovation. Oui. Or, aujourd'hui, on fait face à un cocktail explosif. Pour eux, entre la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation, les enjeux de chaîne d'approvisionnement, comment comptez-vous créer un environnement d'affaires favorable aux entrepreneurs? D'abord, moi, j'ai toujours pensé que le rôle de l'État, c'est de s'assurer d'une certaine justice, de s'assurer d'infrastructures publiques, c'est de s'assurer d'un système là, qui fait en sorte que les gens peuvent être libres de bien fonctionner. C'est pas le rôle du gouvernement d'être un moteur économique, puis de prendre des décisions, puis de choisir des gagnants et des perdants parmi les entreprises. Malheureusement, c'est la vision des 4 autres partis au Québec. Nous, on croit qu'il faut dégraisser la machine de l'État. Quand on parle, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement Legault, pour lequel j'ai voté, avait promis en campagne électorale de réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, on arrive en campagne électorale, ils ont augmenté la taille de l'État de 72 000 employés. Ça veut dire qu'au total, c'est 77 000 travailleurs au Québec de plus, s'ils avaient respecté leurs paroles, qui pourraient travailler dans les entreprises présentement pour faire face aux défis de la pénurie de main-d'œuvre. C'est un exemple. Et l'autre exemple, c'est peut-être la déréglementation. Moi, je veux donner plus de liberté. Hein, c'est un mot qui nous rassemble beaucoup au Parti conservateur. On veut donner davantage de liberté aux gens pour qu'ils puissent entreprendre et innover. Et ça veut dire enlever beaucoup de tracasseries administratives, réduire leur fardeau fiscal. C'est le genre de mesures qu'on propose. Excellent. Puis, on parlait justement de différents facteurs, notamment la guerre en Ukraine, tout ce qui touche les entrepreneurs actuellement. C'est un cocktail vraiment complexe qui inquiète aussi les jeunes générations. Quel serait, pour conclure, votre message pour restaurer la confiance en l'avenir et insuffler l'espoir aux jeunes? Bien, d'abord, il faut qu'on tienne notre parole. On a cru François Legault, puis on s'est retrouvé avec un gouvernement qui a fait le contraire de ce qu'il avait promis. Je pense que ça, pour restaurer la confiance, c'est la première chose qu'on doit faire. Respecter nos engagements. Deuxièmement, on le voit à l'avenir, ce qui va être le gros fardeau au Québec, au-delà de la dette publique qui est astronomique, c'est aussi le système de santé. Puis on l'a vu pendant la crise sanitaire, le système de santé est très inefficace au Québec. C'est une des raisons pour qu'on a dû confiner beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Et ce système-là, il va falloir qu'on le veuille ou non, qu'un jour on ait le débat, puis nous on va l'amener le débat pendant la campagne électorale sur la place du secteur privé en matière de santé. Pour nous, c'est important parce que la jeune génération, là, elle n'en profite pas beaucoup. Le système de santé, c'est plus on est vieux, plus on en profite. Hein. Plus on nécessite des soins, mais plus les jeunes, il va y avoir une pression pour qu'ils payent. Fait que ça aussi, il y a une question d'équité entre les générations avec le système de santé qui va se poser. Nous, on pense qu'il est temps au Québec d'avoir un système où il y a de la concurrence qui est décentralisée et où, oui, on additionne la contribution du secteur privé. Eh bien, M. Duhem, je vous remercie d'avoir participé à cette série de discussions avec les chefs de partis politiques du HCCQ et on vous souhaite bon courage pour les élections. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.